pommier sans taille, vous allez voir ce qu'il va donner. Pas grand-chose. Hein, il va même péricliter, voire choper des maladies. Donc la taille, c'est aussi important. Du moment qu'on plante un pommier, c'est aussi important. Donc Carville vient donc de la Chartreuse, donc de Gaillon, qui a été détruite. Il reste le château et il reste la petite chapelle qui s'appelle l'étoile de Bethléem, qui est une copie de Bethléem. Donc c'est en ruine un peu, mais c'est un endroit un peu solaire. Il y a une petite étoile tout en haut, c'est magnifique. À Gaillon, à Aubevoie exactement. Donc allez faire un tour par là, vous serez à Carville-Pot-de-Fer, d'une certaine manière, parce qu'il possédait tout Carville-Pot-de-Fer. Et pendant des siècles, jusqu'à presque la Révolution. Donc depuis Saint-Ouen, depuis les ordres de Sainte-Catherine à Rouen, la côte Sainte-Catherine, il y avait un monastère, etc. Ah oui. Tout ça, ça a été enrichi de dons pour la Chartreuse, pour que les religieux prient contre la réforme protestante. Vous voyez le niveau de pratique. C'était à la fois un peu solaire, c'était surtout économique, parce qu'il fallait le pendant à toute cette réforme. Voilà. Déjà, le pommier était là, donc on en revient au pommier. Le pommier à cidre, d'où vient-il? En fait, le pommier à cidre, c'est le résultat des pommes sucrées rencontrant les pommes amères des forêts. Petites pommes grosses comme ça, comme une cerise. Et les pommes sucrées, grosses comme ça, qui venaient du Kazakhstan. Donc le voyage des pommes, c'est le voyage de deux pommes sauvages. Une sucrée et une autre amère, archi amère. Vous ne pouvez pas la manger, impossible. Les premiers cidres, c'était avant Jumièges, c'était des pomaciums, et c'était pour conjurer les moines de faire des efforts, y compris dans les intestins. Vous voyez, c'était une mise à l'épreuve incroyable et c'était imbuvable. Mais il fallait, pour aller au paradis, boire le pomacium. Le mot pomme est arrivé avec la chanson de Roland en XIe siècle, première fois qu'on utilise le mot pomme. Et c'est pas par hasard que je vous dis ce mot-là, pomme, dans la langue française, parce que en disant pomme, on désignait aussi ce qui venait d'Espagne, puisqu'il fallait qu'on sorte du latin, qu'on amène la science et l'usage au français. Et la pomme, c'était aussi désigner les pommes acides qui étaient de l'autre côté des Pyrénées, dans le Pays Basque, Asturie, Galice, jusqu'en Galice. Et c'est là que se sont mélangées les pommes du Kazakhstan sur la route de la soie et sur la route de la Méditerranée, et amenées par les ours, les chevaux, les mulets, les ânes et tout ce qu'on veut qui servait à accompagner l'homme dans son voyage. Ben, aujourd'hui, il y a encore des ours dans les Pyrénées. Mais on sait que les ours ont transmis la pomme sucrée qui, après, germant dans les excréments des animaux, pouvait se répandre, se propager de cette façon-là. Et puis, il y avait l'art aussi des hommes qui, ayant appris que dans le Moyen-Orient, qu'on pouvait faire des vergers exceptionnels, ben, eux, ils ont aussi ramené la tradition de la greffe par le Moyen-Orient, Italie. Et puis les pommes sauvages, elles ont voyagé plus par l'Espagne pour la pomme en tant que telle. Et donc cette pomme, c'est le résultat d'une longue hybridation sur plusieurs milliers d'années qui a fait que les pommes sucrées se sont mélangées avec des pommes amères, acides. Et donc du coup, à chaque fois, les pommes, nouvelles pommes, qui sont devenues pommes à cidre, étaient encore pas très mangeables. Manger une pomme acide, vous allez voir, c'est pas terrible. Pour autant, vous sentez soit une douceur, soit une acidité, soit une amertume. Et le sud du Pays de Caux, c'est le mélange, l'assemblage de ces différentes pommes. Alors je vous prends un exemple d'une pomme à cidre que je vous montrerai tout à l'heure, la Michelin. La Michelin vient dans le voyage des pommes par le Pays Basque. D'accord? Donc le Pays Basque et le Léon, tout ça, c'est vraiment le berceau des pommes à cidre. Mais on faisait déjà du cidre en Orient. Mais là, pour ce qui nous intéresse, la Normandie, c'est d'abord ce royaume des pommes, là, qui était dans la partie nord-ouest de l'Espagne, qui a fait voyager ces variétés à Guy Conquérant.
sur leur terre, y compris cauchoise. Alors pas tout à fait cauchoise au début, mais au 16e déjà, puisque justement, si je prends la Michelin, elle vient de la Bisquet, et la Bisquet, qui était de Cormeilles, en Auge, elle vient de Biscaye. Donc Biscaye, Bisquette, on l'appelait comme ça, elle est devenue Bisquet, donc un nom plus normand. Et aujourd'hui Michelin, parce que c'est le président Michelin de la pomologie française au 19e, qui voulait que tous les pommiers se régénèrent, sinon on perdait tous les pommiers. Et donc il a œuvré pour que tous les pépiniers, tous les semeurs, tous les agriculteurs puissent répandre et régénérer toutes les variétés qui étaient en péril. Cotentin, donc il trouvait aussi bon qu'un vin mousseux. Donc vous voyez un peu le niveau quand même. Mais là on était sur 1 ou 2 pommes. Après à Montigny, le site de Montigny, Canteleu, il est allé à la table de Louis XV, pareil, sur les mêmes caractéristiques d'un cidre assez sucré, brut et pétillant. Donc ça plaisait au roi, toujours. François Ier avait raconté qu'il y avait des bons cidres dans le pays de Caux, donc, et dans la Normandie surtout. Donc vous voyez, ça... Et donc il en a acheté beaucoup, Louis XV. Voilà. Mais ça, c'était des cidres de cru. Le dernier à avoir fait des cidres de cru avec des pommes de cru, c'est Clateau, la cidrerie Clateau à Yvetot, qui a fait avec la Vagnon, la magnifique pomme Vagnon, qui était en perdition au 19e. Il faisait du cidre avec la Vagnon. Et donc c'était la cidrerie a été rachetée par Boulard. Et il faut savoir que Boulard il faisait de l'eau de vie, hein, à Yvetot. En fait, il faisait de l'eau de vie avec des pommes du pays d'Auge. Et c'était délibéré, volontaire, parce que comme ça, il pouvait appeler le nom Calvados. Il va dépérir, obligatoirement, parce que si vous greffez, à bout d'un moment, la variété s'étiole, dégénère, comme on dit, hein, dépérissement. Et donc c'est ce qui s'est passé après les batailles napoléoniennes. Il n'y avait pas assez de bras, tout le monde était à la guerre dans les campagnes partout, jusqu'en Russie. Enfin bref, il n'y avait plus de bras pour entretenir les vergers. Et donc la maladie est arrivée en masse, en même temps, dans le verger. Le chancre, le puceron ligné, et puis encore une autre maladie sur le pommier, qui ravageait le verger, hein, complètement. Et donc, Prévost de Bois-Guillaume a décidé de reconnaître le problème, de le mettre sur la science nationale, où c'était à l'époque les rois, il y avait encore Louis XVIII, il y avait Louis-Philippe, il a connu la Révolution, il a connu Napoléon III. Bref, il a travaillé sur tous les gouvernements possibles de l'époque. Et lui, son but, c'était de sauver toutes les variétés qui étaient malades suite à la Révolution jusqu'à la fin napoléonienne. Et il a voulu sauver les pommes parce que sinon on avait toutes les pommes américaines qui arrivaient, pommes à cidre, hein, ou de Jersey Guernsey, qui était normand anglais. Donc lui il a fait blocage, il a fait un blocage, un blocus sur la possibilité qu'on n'ait que des pommes à cidre d'Amérique. Alors eux ils vendaient des pommes à cidre qui étaient vierges de toute maladie, vous pensez bien. Mais en même temps ils nous ont amené le puceron ligné qui a décimé nos vergers. Donc c'est comme le phylloxéra, hein. Vous savez, qui de l'œuf ou de la poule, à un moment donné, on se pose des questions. Hein. Donc on ne sait pas si c'est un virus qui est arrivé pour après nous vendre leurs pommiers à cidre. Hein. On ne sait pas. Pour le vin, ça a été le cas. À un moment donné, on a remplacé, à cause du phylloxéra, on a eu les plants américains. Voilà. Donc tout ça, c'est fragile. Et Prévost a vraiment bataillé pour sauver les variétés anciennes et locales, déjà. Voilà. Et il a mis toute sa vie, et tous ceux qui lui ont succédé, ils ont œuvré comme des moines soldats. C'est-à-dire qu'ils dédiaient leur vie aux pommiers. Incroyable. Il y a la pollinisation aussi. Le fait que la pollinisation des vergers, des pommiers entre eux, etc., ils alimentent aussi les variétés, l'hybridation. Hein. Donc c'est l'hybridation à la fois par la pollinisation, l'hybridation par le pépin qui, greffé sur un sauvageon, qui est vierge de toute maladie, arrive à redonner un bon pommier. Donc peut-être que dans 50 ans, ou même avant, on va devoir repenser notre manière de régénérer toutes les variétés locales qu'on a ici. Dans les années 50, on a eu des basses tiges, avant c'était que des hautes tiges. Donc vous pensez bien, vous allez me dire, mais oui, mais ils sont pas dans le Clos Mazur, ceux-là.
ils sont pas dans les clos masures, ils sont exposés au vent, ils vont prendre la tempête, etc. Maintenant, comme c'est des bastiges, ils sont protégés par leur hauteur déjà. Donc aujourd'hui, on a inventé le bastige pour résister un peu plus au vent. Parce qu'ici, l'ennemi, c'est le vent. Les intempéries, c'est bon, ça donne de l'eau, comment dire, ça rend un terrain. Mais l'ennemi, vraiment, c'est le vent. Donc les bastiges le mettent le pommier un peu à l'abri. Alors que jadis, tout était dans la masure, le clos masure, et donc du coup, c'était des hautes tiges. Et s'ils n'étaient pas protégés, là, les hautes tiges, bon. Après, au bout d'un cycle, il y a le gui. Donc, si on s'occupe pas du gui, ben les pommiers sont bardés de gui. Puis à un moment donné, ils tombent avec le gui. Donc voilà, le gui, on s'en débarrasse jamais, hein, ceci étant dit. Hein. Mais si on fait rien, ben, de toute façon, ça met en danger le pommier. Sur d'autres espaces agricoles, là, on peut dire que c'est l'entrée principale, quoique aujourd'hui, c'est de l'autre côté que c'est l'entrée principale pour les propriétaires. Hein. Là, c'est pour l'accueil, pour la cidrerie, par exemple. Hein. Donc, toujours des piliers. Là, il y a peut-être une tête qui n'est plus. Et après, vous avez donc le talus. Alors, plus on est près de la mer, plus les talus sont hauts. Parce que la force du vent est supérieure. Donc, ce qui fait la masure, qu'on dit aujourd'hui clos masure, c'est le fait que les talus étaient plantés pour mettre des arbres qui prenaient leurs racines verticalement. Ce qui fait qu'ils étaient invincibles au vent. Parce que les racines allaient directement dans le talus et ne s'étalaient pas autour. Donc c'était la résistance, c'était le fossé dit talus. Souvent, là c'est pas le cas, quoi qu'il faudrait voir, mais je ne pense pas. Souvent aux quatre coins des masures et des clos-masures, il y avait un orme. Donc il y en a encore, j'ai vu des masures avec un orme à chaque coin. La réserve d'eau. Donc souvent dans les masures, les clos-masures, il y avait deux mares. Une mare pour la basse-cour et une mare pour puicher l'eau pour le cidre. Parce qu'elle était moins infestée par les vaches ou les moutons. Voilà. Donc il y avait une réserve qui était un peu plus saine. Et quand il puchait le dessus de l'eau. Sous les lentilles. Hein? Et donc, prendre de l'eau. Tu vas chercher de l'eau avec ton sio, tu vas pucher de l'eau pour faire le cidre. Non, de là. Et pas aller boire au petit fio. Voilà. Là, vous avez tout le décor du Pays de Caux, en quelques mots. Donc, pucher l'eau, les pucheux, c'est ceux qui allaient chercher l'eau pour donner au bétail ou pour puiser, pour, au moment du cressoir, ajouter de l'eau. En fait, c'est un arbre du tissage. Donc, le teil, quand on dit tailler du lin, en fait, c'est le mot qu'on a pris au tilleul et pas au lin. Ici, des talus fossés. Vous voyez les hautes tiges, on va dire que c'est des hêtres ou des chênes, d'accord? Et là, vous avez à mi-hauteur, il y a du lierre qui grimpe. Donc ça fait jamais de mal. C'est le plus beau végétal, c'est le lierre. Ensuite, vous avez le pied du talus avec tous ces arbustes. Et ça, c'est encore un écran supplémentaire. Et vous avez tous les végétaux dits botaniques qui sont au pied. Donc vous avez les plantes botaniques au pied, les buissons qui font déjà un rideau de 2 mètres, puis après les hautes futaies. Il faut savoir que dans l'économie circulaire et durable, on laissait jamais trop les hautes futaies pousser trop. Donc en fait, on renouvelait assez fréquemment les talus, les fossés, et donc on rabattait les têtes, et ça servait de bois de chauffage. Voilà. Son jus, il y a la table. Et puis même la meule, là. La meule, là. Il y a une meule, là. Je vous laisse regarder. Ah oui. J'ai découvert, avec la réminiscence d'une conversation d'une cauchoise, il y a en 88, par là. Elle me raconte qu'à Alvimar, ils creusaient les betteraves fourragères
au moment d'Halloween, alors elle rigolait bien de voir les citrouilles. Je disais, les citrouilles, c'est les trucs des Américains, on s'en fout. Nous, on avait la betterave fourragère dans le temps, on la creusait à la base, on creusait à l'intérieur, puis après on faisait des yeux, une bouche, et on mettait ça au 31, au bord des routes, pour conjurer la mort et la croyance des vivants. Ouais. Voilà tout ça. Donc, c'est une tradition cauchoise et du pays d'Auge, et qui vient d'Alsace, des Germains. En fait, des invasions barbares, des invasions des Germains. Il y a une poche en France que les historiens ont étudiée, qui est entre le pays de Caux et le pays d'Auge, où avec la betterave fourragère, ils perpétuent la tradition des morts vivants du 31 octobre. Et ils mettaient une bougie le long des routes, et comme ça, voilà. Et après, il y a eu les fameuses citrouilles, Cotillon et compagnie. Mais tout ça, c'est des légendes plutôt celtes. Et là, on est plutôt sur des légendes germaniques. Voilà. Et en Alsace, ils réhabilitent la betterave fourragère. Je suis content d'en trouver une. Hein. Et dans le pays de Caux, si vous voulez à Halloween, mais peut-être vous pourrez le faire l'année prochaine, des ateliers de creuser des betteraves fourragères. C'est à la ferme d'Épaville, sans savoir que j'étudiais la chose. Ils refont. Ah, c'est super. Ils refont donc les fêtes de la lumière d'Halloween avec des betteraves comme on a toujours fait finalement et qui sont disparues. On n'a rien inventé. Oui. Ça fait dur. La ligne de pressage que vous voyez, donc telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, quoi. Donc là, il y a encore des pommes d'ailleurs dans un d'isoler les brindilles et les feuilles et de ne garder que la pomme. Ensuite, les pommes. Donc là, c'est muni d'une vis sans fin qui permet à la pomme de monter sans être abîmée. Et puis, il y a plein de petits jets d'eau très puissants qui aspergent la pomme de part et d'autre. Du coup, les pommes arrivent sur notre plateau, propre. Et on met un, voire deux, à faire le tri des pommes ici. Donc on enlève tout ce qui est un peu abîmé, un peu pourri. Ensuite, les pommes.